Ferrari partent avec beaucoup plus d'essence. Première ligne, Lauda à droite, Regazzoni à gauche sur votre écran. Derrière Lauda, Peterson. Derrière Regazzoni, Depailler. Derrière Peterson, Scheckter. Derrière Depailler, Jarier. C'est parti, c'est Claire Regazzoni qui a pris le commandement devant Niki Lauda et Jean-Pierre Jarier qui a réussi un départ éblouissant et qui à mon avis est à la 3e place devant Peterson, tandis que vous avez vu que Depailler s'était élancé en toute dernière position. Il n'a pas eu le temps de revenir à temps sur la grille de départ. Ici les derniers du peloton, un accrochage. C'est Denis Hulme. C'est Denis Hulme qui a heurté les rails. Est-ce qu'il s'est accroché avec un autre concurrent ou est-ce qu'il a heurté les rails tout seul? C'est difficile à dire pour l'instant. Abandon donc de Denis Hulme, alors que Patrick Depailler, qui était un des favoris de la course, est parti dernier. Pas de chance pour Patrick, il n'a pas eu le temps de revenir à sa grille de départ. Les deux Ferrari en tête. Claire Regazzoni le plus vite au départ devant Niki Lauda. Jean-Pierre Jarier en 3e position sur la Shadow. Jean-Pierre Jarier qui semble tenter d'attaquer Niki Lauda. Ronnie Peterson est 4e. Ronnie Peterson est 4e. Et les concurrents vont boucler ce premier tour de circuit. J'ai l'impression qu'en 5e position, c'est James Hunt. Voilà les deux Ferrari. Regazzoni, Lauda, Jarier, Peterson, Rothman, Scheckter, Hunt, Elwood, James Hunt. Et puis derrière un trou, Fittipaldi, Graham Hill, Watson. Il manque énormément de voitures. Je crois qu'il y a eu un accrochage général. X. Depailler, Pescarolo. Oh oui, il manque énormément de voitures. Je crois qu'il y a eu un carambolage général dans le premier tour. Carambolage que nous n'avons pas vu. Il manque Beltoise, il manque Hulme, il manque Merzario, il manque Brambilla. Il manque Redman. Vous voyez tout le monde au ralenti ici. Il y a certainement eu un accrochage général dans ce premier tour de circuit. Et il manque au moins 7 ou 8 voitures. Je vous dis en tout cas, certainement, il manque Beltoise, Merzario, Brambilla, Redman. Je n'ai pas vu Pache non plus. Vous voyez, j'essaye de renseigner pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, alors qu'au deuxième tour, nous avons toujours Lauda, Jarier, Peterson et Rothman, ici dans la montée du casino. Et puis Jody Scheckter. Scheckter qui attaque ici Rothman. Tandis que Ronnie Peterson vient de passer Jean-Pierre Jarier. Ronnie Peterson qui occupe donc maintenant la 3e place de la course. Mais vraiment, vous savez, nous sommes un petit peu inquiets, un peu angoissés. Et je dois dire que je suis... Oui, je vous écoute. Bien, on me signalait que nous pourrions garder l'antenne jusqu'à 7 h. J'espère que ce n'est pas sous le tunnel que s'est passé l'accrochage, je ne pense pas. Jean-Pierre Graxuc, est-ce que vous m'entendez?
Jean-Pierre Draxuc, est-ce que vous pourriez aller aux nouvelles? Moi, je suis malheureusement immobilisé ici devant le pupitre de commentateurs. Est-ce que vous pourriez aller aux nouvelles pour savoir ce qui s'est passé dans ce premier tour? Un accrochage, c'est certain. Nous avons eu Denis Hulme immobilisé, mais nous n'avons pas de nouvelles des autres concurrents. Or, il manque 8 voitures au premier passage. Alors que vous voyez qu'un groupe se forme en tête de la course avec les deux Ferrari, avec Peterson et avec Jarier. Un peu plus loin, nous avons Rothman et Scheckter, puis Elwood, puis James Hunt et Hans Stuck. Et puis derrière, alors là c'est le grand trou. Derrière il n'y a plus personne. Vous voyez, on passe ici des drapeaux jaunes. Derrière très loin nous avons Emerson Fittipaldi, puis Graham Hill, Watson, Ips, Edwards, Depailler et Pescarolo. Les voitures que je viens de vous citer sont les seules à rester en course. Oh là là! Oh là 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 là! Un accrochage terrible. Ici, James Hunt, Hans Stuck. Hans Stuck sort de sa voiture. Décidément, quel début de course absolument invraisemblable. Nous allons revoir ce passage. Regardez. Il semble que ce soit avec James Hunt que se soit produit cet accrochage. James Hunt qui n'a pas vu Hans Stuck se glisser sur sa droite et qui s'est un petit peu rabattu devant lui. Oh, des images vraiment impressionnantes, et vous avez remarqué que Hans Stuck essayait de garder le contrôle de sa voiture dans cette... C'était assez fantastique, vraiment. Enfin, en tout cas, pas de mal pour Hans Stuck dans cet accrochage qui s'est pourtant produit à grande vitesse. Il est passé ici les rescapés, serais-je tenté de dire, car ce Grand Prix a débuté par une cascade d'élimination. En tête, Niki Lauda, semble-t-il. Non, en tête toujours Claire Regazzoni, que nous ne voyons pas sur cette image. J'étais un petit peu, je me demandais si, étant donné qu'on voyait en gros plan Niki Lauda, si il n'avait pas ravi la première place avec Claire Regazzoni, mais pas de tout. Claire Regazzoni est toujours en tête devant Niki Lauda, Ronnie Peterson et Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Jarier qui fait vraiment une course remarquable et qui concrétise enfin tous les espoirs qu'on avait mis en lui en Formule 1. Il a été champion d'Europe de Formule 2 l'année dernière avec une série de victoires absolument éblouissantes, mais en Formule 1 il n'avait jamais pu, sans doute faute de matériel, occuper une place aussi brillante. Vous voyez qu'un groupe se constitue vraiment en tête de la course avec donc Rothman, Scheckter et Elwood qui recollent aux 4 hommes de tête. Je me demande combien de voitures vont finir cette course qui est partie depuis à peine 10 minutes et il ne reste même pas la moitié des voitures en course.
Ronnie Peterson n'est plus là, me semble-t-il. Effectivement, Ronnie Peterson passe en 6e position maintenant. Jarier 3e donc. Scheckter 4e, Rothman 5e et 6e Peterson. Et franchement, pour que nous n'ayons pas pu voir des images de l'accrochage qui a eu lieu au premier tour, eh bien c'est malheureusement que cet accrochage a dû avoir lieu sous le tunnel. Et là j'aimerais vraiment, Jean-Pierre Draxuc, si vous m'entendez, que vous puissiez aller au renseignement, essayer d'avoir des nouvelles, car c'est l'endroit le plus rapide du circuit. Et un accrochage entre 7 ou 8 voitures sous le tunnel, bien sûr, c'est quelque chose d'impressionnant. Jean-Pierre Draxuc, essayez d'aller aux nouvelles pour nous rassurer tout de suite. Me semble avoir des ennuis également. Voilà les deux Ferrari. Voici Jean-Pierre Jarier. Et puis vous voyez que derrière maintenant c'est le trou. C'est le trou. Rothman s'arrête en effet à son stand. 4e assez loin Scheckter, Elwood et Peterson. Rothman est arrêté également. C'est un début de Grand Prix absolument sidérant par les coups de théâtre qui se sont produits. Mais ce que je voudrais surtout, c'est être rassuré à propos de l'accrochage qui s'est produit lors du premier tour. Heureusement, je n'ai pas entendu la moindre sirène d'ambulance. Je n'ai pas vu la moindre ambulance envahir la piste, ce qui tendrait à prouver que cet accrochage s'est passé sans mal pour les pilotes. C'est beaucoup de chance en tout cas. Il est évident que le premier tour d'un Grand Prix est toujours le plus dangereux. C'est là où les voitures roulent en paquet. Et le tunnel était le plus mauvais endroit où puisse se produire un accrochage. D'abord le plus rapide, ensuite celui évidemment où il y a le moins de visibilité. Toujours Regazzoni, Lauda et Jarier qui réussit l'exploit de suivre les deux Ferrari. J'aimerais vraiment pouvoir m'appesantir sur l'exploit de Jean-Pierre Jarier qui est somptueux vraiment en ce moment. Mais je voudrais tout d'abord qu'on ait des nouvelles de cet accrochage. Enfin, j'espère que nous aurons l'occasion, alors que nous sommes dans le 9e tour de la course, que nous aurons l'occasion de nous appesantir longuement sur la course de Jean-Pierre Jarier et qu'il pourra la continuer jusqu'au bout. Jean-Pierre Jarier ici sur la Shadow numéro 17 qui est en train d'accomplir sous vos yeux sa plus belle course depuis ses débuts en Formule 1 l'an dernier. Ah, voici la voiture de Vern Schuppan. Voici l'insigne de Vern Schuppan. Voici l'insigne de Vern Schuppan. A-t-elle été mêlée à l'accrochage du début ou est-elle sortie à un autre endroit de la piste? Il semble en effet que Denny Hulme et Vern Schuppan n'aient pas été mêlés à cet accrochage du début et qu'ils soient sortis à un autre endroit du circuit. Quel début de course ahurissant. Quant à Ronnie Peterson, je ne sais pas très bien ce qui lui est arrivé, tandis que vous voyez que ici, Niki Lauda est en train de tâter un peu Clay Regazzoni.
Clay Regazzoni qui semble ralentir quelque peu le groupe de tête, puisqu'en effet je vois que derrière Jody Scheckter, James Hunt, non Jody Scheckter, James Hunt et Ronnie Peterson semblent revenir sur ce groupe de tête. Le passage de la chicane, un des plus impressionnants du circuit. Et puis la nouvelle partie autour de la piscine, une partie extrêmement serrée. Voilà Jean-Pierre Beltoise qui est à son stand avec sa femme Jacqueline. Si Jean-Pierre Dragzuc, voilà. Si Jean-Pierre Dragzuc pouvait se rendre auprès de Jean-Pierre Beltoise et lui demander tout de suite ce qui s'est passé, nous pourrions rendre l'antenne dans 5 minutes à Michel Drucker avec davantage d'éclaircissement. Je suis navré, mais c'est un des problèmes. Je me tais quelques instants, je me suis tu quelques instants car j'ai vu un micro auprès de Jean-Pierre Beltoise. Malheureusement, je n'ai aucune liaison avec notre micro à chef dans les stands, avec Jean-Pierre Dragzuc. C'est hélas un peu fréquemment le cas dans les courses automobiles. Le commentateur s'en excuse, mais il est un peu isolé, même très isolé devant son pupitre de commentaires. Et ma foi, quand il se passe un incident, il est très très difficile d'avoir des renseignements immédiats. En tout cas, moi je suis complètement paralysé ici et je ne peux hélas que vous donner la description de la course qui se poursuit. Avec les deux Ferrari de Regazzoni et Lauda toujours en tête, avec un remarquable Jean-Pierre Jarier qui s'accroche à la 3e place et qui semble suivre sans trop d'efforts le train des deux Ferrari, avec également un groupe de 3 voitures avec Scheckter, Hunt et Peterson qui remontent sur les 3 premiers. Nous sommes dans le 12e tour de la course, dans l'impressionnante montée du casino. Voici Jackie Stewart. Jackie Stewart qui regarde cette course, bien sûr, en spectateur. En se souvenant, pensant sans doute à ses 3 victoires ici à Monaco. La courbe qui suit le casino, le virage Mirabeau et voilà Mike Elwood. Décidément quelle hécatombe. Mike Elwood planté dans le rail de sécurité. Heureusement que d'énormes progrès ont été faits ici à Monaco en ce qui concerne la sécurité, avec l'implantation de glissières absolument partout, avec surtout la mise en place d'un service de commissaire qui semble particulièrement efficace. Mike Elwood, donc bien sûr, abandonne dans le 12e tour. Remarquez, nous sommes un petit peu habitués ici à Monaco à voir des carambolages et surtout des voitures dans les rails. Car le pilotage est tellement précis, tellement au centimètre, que la moindre erreur, le moindre survirage à l'entrée d'un virage ou sous-virage en sortie, et ça peut être le choc dans le rail. Je ne pensais quand même pas que ce serait à ce point-là, et Paul Edens qui n'a pas beaucoup l'habitude de suivre les Grands Prix et qui est à mes côtés aujourd'hui, est vraiment impressionné là, Paul. Oui, c'est un spectacle évidemment très impressionnant, presque aussi impressionnant que la première mêlée de rugby entre les Springboks et la France en 61. En gros plan.
En gros plan, Jean-Pierre Jarier qui suit le train des deux Ferrari toujours. Et c'est sans doute sous ce tunnel que s'est produit tout à l'heure un gigantesque carambolage qui a éliminé 6 ou 7 voitures. François Ternoir, combien reste-t-il de voitures en course? Il reste pour l'instant 14 voitures en course. Non, moins celle de Elwood. Il y a une voiture qui est arrêtée au centre et qui est repartie. Il y a bien 14 voitures pour l'instant en course. Sur 25 au départ, et cela au 13e des 78 tours de la course. La première tranche de l'Eurovision, je pense, va se terminer dans quelques instants. Avec toujours une course qui a maintenant sa physionomie très particulière. Il me semble qu'il manque James Hunt. Il me semble qu'il manque James Hunt aussi les 3 premiers, voyons. Les deux Ferrari, Regazzoni, Lauda, Jarier. Et derrière, je crois qu'il n'y a plus que Scheckter et Peterson. Voilà, Scheckter, Peterson. James Hunt n'est plus en course non plus. Eh bien, ça continue, décidément. La course par élimination. Une élimination qui a d'ailleurs relativement épargné les premiers, puisque les deux Ferrari s'étaient élancés en tête devant la Shadow de Jarier, et que seul du groupe de tête qui s'était constitué dans le premier tour, Peterson, a légèrement rétrogradé. Là, vous voyez en fait en tête les 3 voitures qui étaient en tête au départ. Eh bien, je suppose que Jean-Pierre Beltoise vous a expliqué à Jean-Pierre Draxux ce qui s'était passé. Personnellement, je n'ai absolument rien entendu. Je n'ai malheureusement aucune liaison avec le micro HF. J'espère que tout cela sera amélioré tout à l'heure. Je vous rappelle donc que nous sommes dans le 15e des 78 tours de la course. C'est Regazzoni qui mène l'épreuve devant Lauda et le Francier Jean-Pierre Jarier, 3e depuis le départ et absolument remarquable. À quelques mètres derrière, nous avons Jody Scheckter et Ronnie Peterson. Une quinzaine de voitures ont été éliminées dès le premier tour et il ne reste plus maintenant que 13 voitures en course. Nous sommes donc au 15e tour de la course. Nous nous retrouvons dans quelques instants. À vous, le sport en fait. Merci Stéphane Collaro. Bien, nous espérons qu'au prochain rendez-vous avec Stéphane Collaro, nous aurons des nouvelles, car malheureusement, nous n'avons pas entendu ce que nous a dit Jean-Pierre Beltoise. On peut déjà tirer quelques premières conclusions, premières impressions après cette première demi-heure de course. D'abord, c'est une course massacre. Oui, c'est assez étonnant, mais c'est toujours le problème de Monaco, parce que le circuit est tellement étroit. Et puis c'est le problème de tous les départs de Grand Prix, parce qu'on risque de s'accrocher à chaque fois. Il suffit que la voiture de 6e position s'accroche avec un autre, et toutes celles qui arrivent derrière, malheureusement, c'est très difficile à dire, parce que c'est jamais 2 fois la même chose. Mais disons que c'est ce qui arrive le plus fréquemment. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'impression que que Regazzoni gênait un peu Lauda. Oui, j'ai eu l'impression par moment que Regazzoni était un tout petit peu moins vite au freinage. Enfin, il freinait un tout petit peu moins fort que Lauda.
Mais c'est encore difficile à dire parce qu'il faudrait vraiment être sur place. Très bien. Et vous, Jean-Louis, quelle impression après cette première demi-heure de C'est course? terrifiant, hein, c'est vraiment très impressionnant. Il y a une chose qu'il faudrait peut-être expliquer aux téléspectateurs. On a vu une voiture monter sur une autre et se dresser et puis aller s'écraser dans les rails. Quand deux monoplaces se suivent, il suffit que celle qui est derrière grimpe un petit peu sur le pneu arrière de celle qui est devant pour qu'elle monte. Et là, heureusement, ils allaient encore pas très vite, mais ils seraient allés un peu plus vite et la voiture partait vraiment en l'air. C'est vraiment terrifiant de conduire des monoplaces parce qu'il suffit de toucher le pneu arrière du concurrent qui est devant pour que la voiture s'envole. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu enfin... On a très bien vu. Oui. C'est d'ailleurs époustouflant que ça se termine. C'est toujours très agréable de voir un accident qui se termine très bien parce que... Pour Elwood aussi. Mais le rail, on peut parler de la sécurité là vraiment. Je crois que... Oui, je pense qu'après l'accident d'il y a 3 ou 4 ans à Monaco, des efforts importants ont été faits, mais je suis un petit peu, comment dire, de l'indiquer. Dans le Grand Prix de Monaco, il y a toujours une Ferrari en tête, mais ce n'est plus celle de Regazzoni, c'est celle de Lauda. Alors que Jarier n'est pas très loin, à quelques secondes. Stéphane Collaro va nous le confirmer maintenant et va peut-être nous donner des nouvelles de ce carambolage qui a eu lieu au début de la course. À vous Monaco. Eh bien ici à Monaco, nous sommes maintenant au 31e tour de la course et c'est l'Autrichien Niki Lauda qui est maintenant en tête. En effet, Claire Regazzoni a fait un tête-à-queue tout à l'heure au 21e tour, ce qui lui a fait perdre la première place. Il est maintenant 5e. Deuxième à 3 secondes derrière Niki Lauda, nous avons Ronnie Peterson. Troisième à 14 secondes, Jody Scheckter, suivi par Jean-Pierre Jarier. Voici Jean-Pierre Jarier qui était en deuxième position et qui a dû éprouver quelques ennuis car il a perdu en 2 tours une dizaine de secondes. Il a brutalement rétrogradé et il a le plus grand mal maintenant à se maintenir à la 4e place derrière Jody Scheckter. Le 5e, Claire Regazzoni, est très loin, il est à 35 secondes. En 6e position, nous avions il y a encore quelques instants James Hunt, mais il vient de s'arrêter. Ce qui fait que c'est maintenant Emerson Fittipaldi qui occupe cette 6e place, à environ 1 minute du premier. Mais surtout, nous avons de bonnes nouvelles à vous donner de l'accrochage qui s'est produit dans le premier tour. Un accrochage qui ne s'est pas produit en fait dans le tunnel, mais qui s'est produit dans la montée vers le casino, à un endroit qui n'était malheureusement pas couvert par nos caméras. Ce qui malheureusement nous a fait éprouver pas mal de soucis. Jean-Pierre Beltoise qui est à mes côtés, vous êtes accroché en fait dans la montée avec Donny Halm dès le premier passage et il y a eu un carambolage général derrière. Oui, l'accrochage a eu lieu, je pense que c'était Denny Hulme, mais enfin j'en ai eu confirmation après, qui était à côté de moi à ce moment-là. Et forcément à cet endroit-là, la route fait des méandres assez rapides. Elle est très étroite, c'est peut-être l'endroit le plus étroit du circuit et compte tenu de la largeur des voitures de Formule 1, compte tenu également des méandres et de la vitesse, nous nous sommes touchés. Je ne peux vraiment pas dire si c'est de ma faute ou de sa faute, mais c'était quelque chose peut-être d'un peu inévitable étant donné que nous étions sortis. Là on voit que Niki... Oui, mais enfin je voulais d'abord donner des informations sur cet accident qui nous avait pas mal inquiété au début de la course. Vous voyez que maintenant, Ronnie Peterson est dans les roues de Niki Lauda et commence à l'attaquer. Il le harcèle un petit peu partout et là, il va tenter, je pense, voilà, Ronnie Peterson en tête de la course. Ronnie Peterson qui est passé vraiment dans un endroit extrêmement délicat, mais sans discussion, hein, Jean-Pierre. Oui, mais j'ai entendu passer depuis 2 tours et ce sont des ennuis de moteur. Niki Lauda aurait des ennuis de moteur. Nous revoyons en tout cas au ralenti ce dépassement de Niki Lauda par Ronnie Peterson, tandis qu'ici vous voyez Jackie X. Jackie X qui doit être en 8e position de la course actuellement. Jackie X qui a éprouvé beaucoup d'ennuis lors des essais, notamment avec son pignon de 2e vitesse et qui a été obligé de prendre le départ avec des rapports très mal adaptés au circuit, ce qui explique son mauvais classement actuel. Nous surveillons le passage devant les tribunes du leader Ronnie Peterson et aussi de Niki Lauda. Oui, Niki Lauda qui semble ne plus passer. Niki Lauda semble ne plus passer.
non plus, il ne passe plus. Oui. Ah oui, Niki Lauda ne passe plus, le son non plus, vous avez pu le constater. Mais nous allons commenter la course d'ici. Que dire, Johnny, de cet exploit de Peterson, qui est venu attaquer vraiment Lauda? On peut dire simplement une chose, c'est que certainement fidèle. Lauda avait des ennuis mécaniques et on a vu la façon si facile qu'a pu passer Ronnie Peterson. Et d'ailleurs, je crois que Jackie X qui passe. Hein. Si Niki Lauda s'est arrêté, c'est vraiment qu'il y avait vraiment de sérieux ennuis mécaniques. Alors Jarier semble en bonne position. Nous sommes maintenant à peu près à la mi-course exactement. Il y a à peu près 1 heure que les coureurs sont partis. Le son revient. Il y a le classement actuel. Ça doit être Peterson, deuxième Jarier. Scheckter, Scheckter. Scheckter et Jarier. Jarier, c'est ça. Donc ça va être une lutte entre ces 3 voitures, mais malheureusement, comme toujours à Monaco, il restera très peu de voitures à l'arrivée. Et en espace de 20 minutes, les 2 Ferrari ont cédé. Non, Regazzoni est encore là, il doit être quatrième. Il a fait une petite faute de pilotage, sans doute. C'est X qui passe. Non, c'est Peterson. C'est Peterson, pardon, excusez-moi. Et on n'est pas à la moitié de la course. À peu près. Ils sont partis à 15h35, il est 16h32. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que pour les mécaniques, si le circuit de Monaco est éprouvant pour les pilotes, pour les mécaniques, c'est absolument identique parce que vu qu'on change 1500 fois de vitesse, il suffit de faire 2-3 sur-régimes, soit au rétrogradage ou soit en montant les vitesses, et puis le moteur, il ne tient pas toute la course. Parlez-nous de Peterson, en tête de la course. Stéphane Collara a dit tout à l'heure, il est considéré par certains comme le plus doué de la génération. Il est sûr et certain qu'il est très très doué. Il a un style de conduite qui rappelle énormément celui de Jochen Rindt. C'est-à-dire très, très saccadé, il est toujours en glissade. Il est sûr et certain que si Peterson avait la meilleure voiture cette année, ce serait certainement le plus rapide. Et je crois que là, il est en train d'inaugurer une nouvelle Lotus. Alors ça va peut-être être la révélation de la fin de la saison. On va essayer peut-être de disséquer son style en suivant les images d'Henri Carrier avec vous, Johnny Servoz-Gavin. On va essayer de suivre un tour complet du pilote de Lotus qui est en tête. C'est quelle portion du circuit ici là? Là, il a dû sortir de la chicane, il passe le virage du bureau tabac, je crois. À quelle vitesse à peu près? Je ne sais plus parce qu'il a complètement changé du temps où je courais. Alors je ne sais plus du tout maintenant à combien on peut le passer. Oui, là il passe les 2 virages derrière la piscine et il va aller sur le virage du gazomètre avant de rejoindre la ligne droite du départ. La rascasse. La rascasse, oui. Je connaissais même pas le nom. Voilà. Là il entame la ligne droite qui va remonter sur le virage de Saint-Denis. En fait, avec cette modification de circuit, il n'y a plus un instant de répit. Non, maintenant, c'était la partie où ils pouvaient se décontracter. Maintenant, c'est absolument... ils doivent peut-être le faire dans la montée, mais ça m'étonnerait puisque c'est très difficile à monter, c'est très dur. Scheckter, vous le connaissez bien? Non, je ne connais pas du tout Scheckter. Peterson, je le connais bien puisqu'on a couru ensemble en Formule 2, ensemble en Formule 1. Donc, je le connais beaucoup mieux. Et pour moi, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était le nouveau champion du monde. On a aperçu la Regazzoni, qui est en 5e position. Et Jarier, que pensez-vous de sa course jusqu'à présent? Elle est très belle. Elle est très très belle. Malheureusement, il a l'air d'avoir quelques ennuis. Et à mon avis, ça doit être des ennuis de freinage. Puisqu'il s'est fait passer tout à l'heure par Scheckter dans le virage. Et il est fort probable que si on en a des ennuis de frein, on est obligé de freiner 10 mètres plus tôt. Et ça vous fait perdre quand même beaucoup de temps. Bien, et bien en attendant le prochain relais avec Monaco, on va demander à Jean-Louis Trintignant de nous résumer, de faire le classement, puisque vous prenez des notes de temps en temps. Jean-Louis, alors premier donc Peterson pour l'instant. Oui, deuxième, je dis Scheckter. Scheckter qui est le pilote troisième, Jarier. Quatrième, Regazzoni. Et je pense, cinquième, je n'en suis pas sûr, Fittipaldi. Oui, Fittipaldi. Voilà le classement à la mi-course exactement. Nous allons retrouver Stéphane Collara dans une vingtaine de minutes. J'espère que d'ici là le son reviendra. En attendant, nous allons retrouver Françoise Hardy. Pas de suspense. Alors, Johnny Servoz-Gavin, Jean-Louis Trintignant, toujours premier Peterson, deuxième Scheckter, troisième Depailler pour l'instant. Et on a l'impression, Johnny, que Peterson assure. Oui, enfin, je trouve à sa manière de conduire que Peterson est en train d'assurer. On ne le voit pas beaucoup en dérapage, ce qui n'est pas beaucoup son habitude. Et il a absolument raison, vu qu'il a à peu près 10 secondes d'avance sur Scheckter, parce que la moindre faute serait fatale pour lui. Il faut rappeler que Lauda a abandonné. Nous l'avons vu tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Et que Claire Regazzoni est toujours là. Il est quatrième pour l'instant, j'ai l'impression. Voilà, Regazzoni, après son tête à queue, remonte un peu sur les voitures de tête. Non, il maintient sa 4e place.
toujours à 35 secondes de Ronnie Peterson. Il ne semble pas remonter d'ailleurs non plus sur Jean-Pierre Jarier qui le précède d'environ 20 secondes. Et voilà une précision utile. Et est-ce que l'écart varie entre Ronnie Peterson et Jody Scheckter? Eh bien, c'est un petit peu en fonction des dépassements. Tout à l'heure, Jody Scheckter était à 15 secondes environ de Ronnie Peterson. Puis il est remonté à 11 secondes et maintenant l'écart est stabilisé à 13 ou 14 secondes. Voici Jody Scheckter. Nous attendons Jean-Pierre Jarier. Là, par contre, l'écart a fortement augmenté entre Scheckter et Jarier. Il doit être maintenant de 3-4 secondes environ. Jean-Pierre Jarier qui semble avoir par moment des problèmes avec sa shadow. Je veux dire que nous travaillons un petit peu dans le noir absolu ici, car en effet, nous avons quelques problèmes de liaison. Patrick Depailler, qui va être doublé par son coéquipier Jody Scheckter, qui va sans doute d'ailleurs avoir gros cœur au moment de se faire dépasser, car il avait réussi exactement le même temps que Jody Scheckter lors des essais. Et il pouvait donc logiquement espérer se trouver à peu près à la place Jody Scheckter actuellement, c'est-à-dire en deuxième position de ce Grand Prix de Monaco. Bien, donc vous connaissez le classement. Nous reviendrons bien sûr tout à l'heure car il n'y a pas de suspense pour l'instant. Colonel, que pensez-vous de cette course après 1h15, 1h20? 14 tours à couvrir et je vais surveiller le passage devant les tribunes de Jean-Pierre Jarier pour voir si j'ai l'impression qu'il il a des problèmes de moteur. Marche sur 7 cylindres peut-être. Et puis Claire Gazzoni qui reprend un petit peu de terrain sur Jean-Pierre Jarier. Claire Gazzoni qui a vu ses efforts un petit peu, non pas anéantis puisqu'il risque encore de prendre une bonne place, mais disons atténués par un tête à queue, je le rappelle, au 21e tour de la course. Gazzoni qui est certainement un des pilotes les plus brillants à l'heure actuelle, mais qui n'est sans doute pas un des plus réguliers. Le bouillant Jody Scheckter. Jody Scheckter, grande révélation de la saison passée. Et même de la fin de la saison 72. Jody Scheckter s'est illustré par des performances assez étonnantes l'an dernier au volant de McLaren. Il s'est également illustré en étant impliqué dans 2 accrochages assez mouvementés, le premier, même 3. Le premier au Grand Prix de France, alors qu'il menait la course d'une manière superbe avec Emerson Fittipaldi. Il est bien difficile de dire lequel des 2 pilotes avait sa responsabilité la plus engagée dans cet accrochage. Tout le monde a son idée là-dessus. Et puis au Grand Prix d'Angleterre à Silverstone, Jody Scheckter est sorti de la piste à la fin du premier tour alors qu'il était une nouvelle fois en tête. Et il a eu le malheur de revenir, de rebondir contre le rail de sécurité, de revenir percuter le peloton. Ça a été une véritable catastrophe. Heureusement, personne n'a été blessé dans cet enchevêtrement de voitures, sauf l'Italien Andrea De Adamisch, qui est d'ailleurs pas loin de moi. Il travaille ici pour la télévision italienne. Andrea De Adamisch qui court cette année en prototype pour Alfa Romeo, mais qui a renoncé à la Formule 1 faute d'avoir trouvé
une voiture valable. Et puis il y a également eu un accrochage avec François Sauvet au Grand Prix du Canada. Eh bien cette année, Jody Scheckter semble beaucoup plus sage. Il faut dire qu'il a changé d'écurie. De McLaren, il est passé chez Tyrrell. Et Ken Tyrrell, qui est pour beaucoup le meilleur manager du monde et qui faisait confiance cette année à deux jeunes pilotes, Jody Scheckter et Patrick Depailler, n'aura pas ménagé ses conseils de prudence. Il voulait surtout qu'ils s'aguerrissent avant d'obtenir des victoires en Formule 1. Eh bien, je pense que maintenant, aussi bien Jody Scheckter que Patrick Depailler sont en mesure de jouer les tout premiers rôles dans les courses de Formule 1. Jody Scheckter s'est certainement beaucoup passagé depuis l'an dernier. En tout cas, le don de ce pilote est absolument évident. C'est pas du tout le même pilotage que Depailler. D'ailleurs, ce sont deux styles très très différents, mais aussi efficaces l'un que l'autre. Depailler est très coulé, très souple. Scheckter, lui, beaucoup plus énergique. Style beaucoup plus Peterson. Quant à Ronnie Peterson, qui domine ce 32e Grand Prix de Monaco pour l'instant, et bien Ronnie Peterson, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été bien malheureux depuis le début de la saison. Henri Pescarolo, lui, s'arrête. Henri Pescarolo s'arrête au stand et abandonne. Plus que 9 voitures en course. Henri Pescarolo qui occupait la 9e place. Mais je disais tout à l'heure qu'il était parti sans grande conviction. Car après n'avoir pu effectuer qu'une dizaine de tours lors des essais, il avait été qualifié, il avait été repêché, dis donc, au départ de ce Grand Prix, après les forfaits de Chris Amon et de Michael Mast. Henri Pescarolo, lui, attend avec impatience sa nouvelle BRM P201 qui les traînera demain pour montrer à tout le monde ce dont il est capable. Et dont sa voiture ne lui a pas, ce que sa voiture ne lui a pas permis de prouver depuis le début de la saison. Il faut dire que souvent on entend porter des jugements un peu définitifs, un peu sévères sur les pilotes. Je crois que c'est un petit peu ridicule car en fait ce qui fait un résultat, ce n'est pas le pilote seul, ce n'est pas la voiture seule non plus, c'est l'ensemble voiture-pilote. Il est évident qu'un excellent pilote qui ne dispose pas d'une bonne voiture ne peut en aucun cas obtenir de bons résultats. C'est ainsi qu'on voit des pilotes naviguer en milieu de peloton, même en queue de peloton. Ça a été le cas par exemple de Niki Lauda l'an dernier. Et puis dès que ces pilotes obtiennent une excellente voiture, comme c'était le cas pour Niki Lauda en entrant chez Ferrari, eh bien ils se retrouvent en tête de la grille de départ et arrivent à obtenir des succès dans les épreuves de Formule 1. Comme Niki Lauda l'a prouvé en Espagne, comme il l'a prouvé aussi en Argentine ou en Belgique en terminant à la 2e place. L'écart entre Peterson et Scheckter là augmente maintenant. Il est de 20 secondes. Voici Jody Scheckter. Jarier lui est à 29 secondes. C'est-à-dire que Jarier perd du terrain sur Peterson, mais qu'il n'en perd pas trop sur Scheckter. Et que Jarier perd un peu de terrain sur Clay Regazzoni qui se trouve maintenant à 26 secondes de Jean-Pierre Jarier. Il reste 11 tours à couvrir. Vraiment ce serait très très malchanceux pour Jarier de ne pas conserver le bénéfice de cette course fantastique qu'il a produite aujourd'hui. Ronnie Peterson, lui, a été vraiment très malchanceux depuis le début de la saison. Il a dû abandonner presque partout. Après avoir soit réussi le meilleur temps des essais, soit mené dans la course, comme c'était le cas au Brésil. Brésil où il a d'ailleurs marqué son unique point au championnat du monde cette année.
En effet, partout ailleurs, Ronnie Peterson a été réduit à l'abandon. En Afrique du Sud, les Lotus ont touché le fond puisque l'accélérateur de Peterson s'est bloqué et qu'il a accroché son propre compagnon d'écurie, Jackie X, avant même le premier virage de la course. Je crois qu'une victoire de Ronnie Peterson aujourd'hui serait d'autant plus intéressante que d'abord, évidemment, elle est méritée, parfaitement méritée, car je vous l'ai dit, pour beaucoup, Ronnie Peterson est le meilleur pilote à l'heure actuelle et il était un petit peu injuste après toute la série d'exploits qu'on a vu signer depuis le début de la saison, de n'avoir vu marquer qu'un misérable point au championnat du monde au Brésil, mais en plus parce que ça pourrait relancer complètement le championnat du monde. Car en effet, si Fittipaldi conserve cette 5e place, il ne marquera que 2 points, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas le large. Lauda, lui, ne va pas marquer de points. Regazzoni peut en marquer 4, ce qui lui donnerait la tête du championnat du monde, mais ce qui ne lui permettrait pas non plus de prendre véritablement le large. Hull, qui est 4e, ne marquera pas de points. Beltoise, qui est 5e, ne marquera pas de points non plus. De même que Elwood et Rothman qui suivent. Et Peterson, lui, qui possède 1 point, pourrait donc rejoindre Beltoise à la 5e place sans que ses principaux rivaux prennent vraiment le large. C'est-à-dire que ça permettrait à Ronnie Peterson de maintenir vraiment toutes ses chances au championnat du monde. Ronnie Peterson dans son 70e tour. Ronnie Peterson qui pilote les Lotus de Colin Chapman depuis 2 saisons maintenant. L'année dernière, il faisait équipe avec Emerson Fittipaldi. Cette année, il fait équipe avec Jackie X. Jackie X qui semble, depuis le début de la saison, connaître une succession de problèmes. Jean-Pierre Jarier ici. Maintenant à la sortie de la courbe des gazomètres. Oui, on me propose une interview de Jackie Stewart. Il est bien évident que ça fait toujours plaisir d'entendre l'opinion de Jackie. Bien sûr, bien sûr. Si on peut demander à Jean-Pierre Draxuc d'approcher Jackie Stewart, ce serait tout à fait intéressant de savoir ce qu'il pense de la course. Dans quelques instants, parce qu'actuellement, Jackie Stewart, qui, bien sûr, vous le savez, travaille pour la chaîne américaine ABC, est en train, et justement, interviewé par ses confrères américains. Mais je crois que maintenant il a terminé. Jackie Stewart, pouvez-vous dire quelques mots sur la course? Ouais, la course maintenant, c'est fantastique. La course, pour moi, c'est beaucoup de confusion. Peterson très bien. La Lotus, la performance très bien. C'est très triste pour Ferrari. Niki Lauda, c'est très bien performance aussi. Scheckter, fantastique. La 2e position pour le Elf Team Tyrrell, c'est bien, très bien. Vous aviez pronostiqué éventuellement Depailler en fin du mois. Oui, Depailler pour le Grand Prix de futur, c'est futur fantastique, très intelligent. La voiture très bien, c'est Patrick, un petit peu plus d'expérience, c'est très bien. Excusez-moi, mais français, pas parler français, pardon. Jackie, vous ne courez pas aujourd'hui, bien sûr, vous avez pris votre retraite de pilote. Quel est votre sentiment, votre impression? Non, pas de problème, très content. C'est la course finie maintenant. C'est le livre passé. Merci Jackie Stewart. À vous Stéphane Collaro.
Très bien, j'ai vaguement saisi ce que disait Jackie Stewart. C'était pas très simple quand les voitures passaient devant nous. Effectivement, je crois d'ailleurs qu'on peut dire que dans la conversation que nous avions eue avec Jackie hier, son favori était Ronnie Peterson. Venait ensuite Niki Lauda. Et puis ensuite Jody Scheckter, Patrick Depailler et Jean-Pierre Beltoise. Vous voyez que les pronostics de Jackie Stewart ne sont pas mauvais du tout, puisque Lauda était en tête de la course, que Peterson, son favori, a de fortes chances de l'emporter alors qu'il reste encore 6 tours à couvrir, et que Jody Scheckter, qui était un de ses outsiders, eh bien, est en deuxième position. Je demande à François Ternoir de surveiller les écarts. Un écart qui augmente entre Peterson et Scheckter, puisqu'il est maintenant de 23 secondes. Jarier lui aussi perd beaucoup de terrain puisqu'il se trouve à 35 secondes, mais nous l'avons dit tout à l'heure, Jarier a des problèmes. Il a des problèmes, mais il a de la chance dans son malheur, car je pense que Claire Regazzoni doit avoir des problèmes également, puisqu'il ne refait absolument rien sur Jean-Pierre Jarier. Claire Regazzoni se trouve à 1 minute, 1 seconde de la voiture de tête. Les autres sont à un tour, les autres, c'est-à-dire Emerson Fittipaldi qui est 5e, John Watson qui est 6e, Hill, Edwards et Depailler se trouvent eux à 2 tours et plus. Et je vous signale aussi, car vous ne les voyez pas souvent sur votre écran, mais vous les avez vus tout à l'heure, que Fittipaldi et Watson, qui étaient séparés tout à l'heure par un écart extrêmement faible, eh bien maintenant Fittipaldi a un peu pris de large, il a une quinzaine de secondes d'avance sur Watson. Il a donc solidement renforcé sa 5e place. Nous attendons Ronnie Peterson à la sortie du tunnel. Ronnie Peterson qui va vraiment négocier maintenant devant vous. Regardez ce passage de la chicane qui est tout à fait impressionnant. C'est sans doute ce qui demande le plus de courage de la part du pilote, car c'est très étroit. Il faut frôler le trottoir de droite puis celui de gauche. Ronnie Peterson qui est maintenant dans la nouvelle partie du circuit, la partie qui entoure la piscine avec les S de la piscine. Et qui va maintenant, lui aussi maintenant, l'épingle de la rascasse qui précède la courbe du gazomètre. L'épingle, la célèbre épingle du gazomètre, est en effet maintenant une courbe extrêmement rapide qui commande le passage devant les tribunes, qui commande aussi un petit peu le virage de Sainte-Dévote que vous voyez là-bas dans le fond. Et puis cette montée vertigineuse du casino. Alors que vous voyez maintenant Jody Scheckter, qui vient de virer à la rascasse, et que l'on attend Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Jarier qui va prendre un tour à Patrick Depailler, Tyrrell numéro 4. Voilà, c'est chose faite. Ainsi qu'à John Watson. John Watson qui ne l'avait pas encore doublé comme Peterson l'a fait tout à l'heure, puis comme Scheckter l'a fait tout à l'heure. Ici Claire Regazzoni. Claire Regazzoni qui a certainement lui aussi des problèmes. Problèmes qui sont survenus à la suite de son fait à queue, sans pour y être forcément lié d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'il ait touché quoi que ce soit au cours de ce fait à queue. Les deux Lola de Graham Hill et Edwards n'ont jamais été à pareille fête depuis le début de la saison. Elles occupent ici la 7e et la 8e place, mais il faut dire aussi que la succession d'abandons et de coups de théâtre qui ont eu lieu depuis le début de la course y sont pour beaucoup.
Nous sommes dans le 76e tour de la course. Une course qui semble maintenant jouée. Mais vous savez que Monaco nous réserve parfois des coups de théâtre. Rappelez-vous Jack Brabham. Rappelez-vous ce freinage vraiment insensé de Jack Brabham dans le dernier virage de la course à l'épingle du gazomètre où Jack Brabham avait bloqué ses roues. Il avait tapé le rail, ce qui avait permis à Jochen Rindt, au regretté Jochen Rindt, de l'emporter in extremis. Donc jusqu'au dernier moment, attendre un coup de théâtre. Un coup de théâtre auquel je ne crois pas beaucoup personnellement. Alors qu'il ne va bientôt plus rester que 2 tours à couvrir dès que ce 76e tour a été bouclé, c'est-à-dire dès que Ronnie Peterson ici passera devant les tribunes, 2 tours encore à couvrir. Scheckter est maintenant à 24 secondes, 5 dixièmes. Jarier à 40 secondes. Regazzoni à 1 minute 2 secondes. Fittipaldi et Watson, je vous le rappelle, sont à 1 tour. Graham Hill et Edwards sont encore beaucoup plus loin et Patrick Depailler, qui a dû s'arrêter, est à 3 tours. Il est 9e, mais il n'y a plus que 9 voitures en course. Une course qui, je le signale à ceux qui n'étaient pas à l'écoute, ni au début du milieu de ce reportage, a été marquée par un gros carambolage au premier tour et puis ensuite vraiment par une succession d'accrochages et de sorties de route. Et également de tête à queue en ce qui concerne Regazzoni. Les 2 Ferrari en tout cas qui avaient occupé le commandement de la course pendant les 20 premiers tours, eh bien n'auront pas été les vedettes de ce Grand Prix de Monaco comme on pouvait s'y attendre. Tête à queue de Regazzoni au 21e tour, le reléguant dans les profondeurs du classement. Abandon de Niki Lauda qui était en tête de la course au 33e tour. Tout ça a profité bien sûr à Ronnie Peterson, mais il est bien difficile d'affirmer que même si les Ferrari n'avaient pas eu d'ennui, Ronnie Peterson n'aurait pas pu l'emporter. Dernier tour pour Ronnie Peterson. Et le directeur de la course, Charles Dutch, qui a levé le doigt à Ronnie Peterson. Il ne restait plus qu'un tour de circuit à accomplir. Ronnie Peterson qui va assurer au maximum, bien sûr, dans ce dernier tour, il possède 25 secondes d'avance. Et regardez comme il assure ici à Mirabeau. Et puis ici, à l'ancienne gare, dans ce virage très lent. Regardez, il garde la seconde ici, mais vraiment presque au ralenti. Virage du Portier qui débouche sur le tunnel, sur ce tunnel qui a été modifié l'an dernier, qui est un petit peu plus clair maintenant, mais également un petit peu plus long. Et puis Ronnie Peterson qui s'élance là pour passer la chicane. Là, il ne va pas du tout chercher la limite comme il l'a fait pendant une grande partie de cette course à la chicane. Au bureau de tabac, voilà, plus que 3 ou 4 virages avant de remporter son premier Grand Prix de la saison. Les S de la piscine, tranquille. Et pour la dernière fois, cette épingle de la Rascasse, la bosse qui précède la ligne droite des tribunes et le drapeau va s'abaisser sur la Lotus noire et or de Ronnie Peterson qui remporte son premier Grand Prix de la saison. Nous attendons maintenant Jody Scheckter alors qu'Emerson Fittipaldi vient de franchir la ligne d'arrivée. Il termine 5e à 1 tour. Nous attendons le deuxième, Jody Scheckter, que voici. Jody Scheckter qui obtient aujourd'hui son meilleur résultat en Grand Prix. Voilà Jody Scheckter, deuxième à 25 secondes environ. Nous attendons Jean-Pierre Jarier maintenant, le voici. Jean-Pierre Jarier qui, tout comme Jody Scheckter,
va obtenir son meilleur résultat en Grand Prix en finissant 3e à une trentaine de secondes du vainqueur. Regazzoni va prendre la 4e place, Fittipaldi la 5e, Watson la 6e, Hill la 7e, Edwards la 8e et De Paillet la 9e. Voilà, Regazzoni est arrivé également. J'espère que nous aurons ce soir Jean-Pierre Jarier comme invité au cours de Sport Dimanche. Vous savez que l'émission Sport Dimanche sera retransmise en direct depuis Monaco. Juste un mot pour vous dire que au classement du championnat du monde, Fittipaldi, ou plutôt Regazzoni doit... Non, c'est ça. Fittipaldi prend la première place maintenant avec 24 points. Devant Regazzoni, 22 points. Et Lauda, 21 points. Vous voyez que jamais ça n'a été aussi serré. Ulm reste 4e avec 11 points. Et Ronnie Peterson rejoint Jean-Pierre Beltoise à la 5e place avec 10 points. Nous en sommes qu'à la 6e des 15 épreuves de la saison. Rien n'est encore joué, mais vraiment tout cela est bien passionnant.